Salut à tous les amoureux de la chose musique, c'est Magnum Magister, toujours en direct de la bibliothèque et dans les conditions du live pour un nouveau format que je vous avais promis, que certains attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire le carnet de campagne. Comme j'ai commencé une série pour vous expliquer un petit peu, on va dire, ma vision de la maîtrise du jeu de rôle, une vision évidemment et éminemment classique, MJ joueur, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je me concentrerai de toute façon sur le modèle, on va dire, standard, classique, on va dire, de la maîtrise, avec un MJ et des joueurs, et vous présenterai donc des campagnes qui ont été jouées dans ce modèle. Voilà. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser dans ma première vidéo sur comment mener un scénario, mais c'était implicite que, évidemment, je parlais du modèle classique MJ joueur. Voilà. Et donc, pour commencer dans la série, j'ai pas mal cogité à la manière dont je voulais vous présenter justement cette campagne, qui pour moi compte énormément puisqu'elle va fêter, comme je l'ai déjà dit, ses 15 ans en mai prochain, à l'occasion de mon anniversaire, puisque je l'avais commencé à mon anniversaire il y a quasiment 15 ans. Voilà. Donc, eh ben, on va commencer, on va dire, et se mettre directement dans le vif du sujet, sachant que ça fera probablement l'objet de ouais, allez, une bonne petite dizaine de vidéos, dans la mesure où pour cette campagne, je viens d'achever justement le chapitre 9. Parce que oui, il y a 9 chapitres, j'ai quand même découpé ma campagne en 9 grandes parties pour l'instant, qui, on va dire, racontent déjà on va dire, une intrigue assez titanesque qui culmine donc jusqu'au chapitre 8, le chapitre 9 étant, on va dire, la suite, comment dire, de cette campagne, mais une centaine d'années après, avec donc évidemment de nouveaux personnages, même si il y a toujours de près ou de loin les mêmes joueurs, les forcenés qui sont là quasiment depuis le début. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc aujourd'hui le chapitre 1, qui est un très très gros chapitre que j'ai joué sur 2 ans, donc année 2007 jusqu'à peu près, on va dire normalement 2008-2009. J'ai pas souvenir exactement de quand j'avais fini. Je sais qu'après il y a eu une petite pause, le temps de recomposer l'équipe pour attaquer sur le chapitre 2 qui lui a été très très court, le chapitre 3 qui a été modéré, et à partir du chapitre 4, on repartait vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, un rythme de croisière qui fait que là, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 8, après, les joueurs et les personnages ont quelque peu changé, mais le noyau dur du groupe, lui, est resté le même. Tout comme d'ailleurs pour le chapitre 1, où le noyau dur du groupe est resté le même jusqu'au bout, même s'il y a eu pas mal de choses, pas mal de gens qui sont greffés, même si c'était pas le même personnage, c'était quand même les mêmes joueurs. Donc je vais pas détailler parce que ça m'obligerait, on va dire, à vous parler d'à peu près je dirais une vingtaine de joueurs qui ont joué chacun un ou deux, voire trois personnages. Donc ça serait un peu fastidieux à se remémorer, donc je le préciserai uniquement quand je parlerai des scénarios. Voilà. Donc je vais vous présenter les résumés, entre guillemets, les anecdotes liées à chaque scénario, les souvenirs, on va dire, que me rappelle évidemment tout ce chapitre 1, qui a vraiment, on va dire, fondé un peu la légende de la campagne Rollmaster Shadow World Planescape, puisque et au départ, c'est pas une surprise, mais comme je le dirais toujours, les meilleures campagnes, c'est celles qu'on ne prévoit pas. Au départ, je ne pensais pas faire une campagne de Rollmaster qui dure 15 ans. Ça devait être un test, ça devait, on va dire, ça venait de ma propre volonté, de mon propre souhait de maîtriser Rollmaster. C'était un peu comme un défi pour moi. Je me suis dit depuis longtemps, je l'ai dans ma bibliothèque, j'aimerais bien m'y mettre. J'ai été un petit peu poussé par un groupe que je fréquentais à l'époque, qui était donc une association de jeux de rôle à Mourmelon, qui eux, on va dire, avaient leur propre campagne Rollmaster. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, est-ce que je vais pas, on va dire, justement tenter la chose. Ça pourrait être pas mal, on va dire, de me mettre dans cette optique, de présenter donc une campagne Rollmaster, qui est avant tout un système de jeu pour jouer du médiéval fantastique, même si vous le savez maintenant un petit peu pour ceux qui me suivent sur la chaîne, le médiéval fantastique n'est pas de loin mon genre, on va dire, ma thématique, mon univers, mon type d'univers préféré, mais on va dire, je pense qu'il y avait des choses à faire dans la mesure où j'ai été séduit par le monde de Shadow World, qui était radicalement différent par rapport au monde
médiéval fantastique classique qu'on a l'habitude de voir déjà. Donc ça c'était l'originalité déjà du cadre de Shadow World qui était proposé avec les règles de Rollmaster. Et également l'univers de Planescape que j'adore parce que pour moi je considère même pas que c'est un univers médiéval fantastique mais plutôt un multi-univers, certes fantasy, mais qui on va dire tranche aussi radicalement. C'est ça qui m'a séduit et c'est ça qui m'a donné l'envie justement de réaliser cette campagne. Excusez-moi, c'est les cornes de tout du matin. Et également l'envie de la proposer en fait à un groupe de joueurs et d'en faire quelque chose d'unique. Voilà. Donc, le postulat de base, donc vous voyez, ça se présente sous la forme d'un résumé. Ce résumé existe, je le mettrai à disposition. Donc il n'est pas entièrement corrigé, je l'ai corrigé au fur et à mesure, mais bon, il y a quand même, vous voyez, il y a une cinquantaine de pages. Donc voilà, il va falloir faire un résumé, j'espère, en pas trop de temps. Donc oui, la première vidéo risque d'être un peu longue dans la mesure où le chapitre 1 est quand même assez long. Mais j'espère que vous aurez le courage de me suivre sur ce point. Il y aura une vidéo à peu près, je pense, toutes les 2 semaines sur cette campagne. Et une fois que j'aurai fini ça, je passerai peut-être justement à une autre campagne, tout en continuant évidemment aussi à vous donner des conseils, à vous donner des anecdotes, des tips pour justement vous aussi réaliser votre campagne dans la thématique de votre choix, sachant que le cyberpunk est prévu pour bientôt, mais également l'horreur, le multi-univers. Ça, c'est ce qui est déjà prévu dans le programme, on va dire, à peu près jusqu'à janvier. Voilà. Donc, le postulat de base. Donc, je voulais tout d'abord jouer à partir donc d'une région de Kultea, donc du continent des mers, dans le monde de Shadow World, qui me donnait la possibilité, on va dire, d'avoir le maximum, je dirais, de latitude. Pour ça, j'avais pris un supplément que j'avais trouvé, donc c'était sur la scénariothèque, donc vous pourrez y aller, il y est encore, qui s'appelle donc Waterfall City, qui donnait donc un cadre fait par un fan, une ville complètement, on va dire, imaginaire, mais qui s'intégrait éminemment bien dans justement le monde de Shadow World. Moi, je l'ai placé donc dans ce qu'on appelle donc le royaume perdu de Tanor, qui est une région, c'est la région nord-est du continent des mers, que j'ai reproduite ici. Donc pareil, ça les plans, j'essaierai de vous faire des scans corrects et de vous les présenter. Et j'ai détaillé donc toute ma région en y mettant déjà, on va dire, les lieux principaux pour s'y retrouver. Voilà, moi c'est un peu mon souci d'historien géographe entre guillemets, c'est que moi quand je veux commencer une campagne, j'ai besoin quand même d'un minimum d'histoire pour ce qui est du lieu où je suis, et d'un minimum surtout de géographie. Voilà, moi c'est un conseil que je vous donne, si vous voulez vraiment commencer une campagne, eh ben, tracez comment dire une carte. Déjà petite, hein, ça peut être la carte d'une petite région, et après étendez, changez d'échelle, comme on dit, et n'hésitez pas à tracer la carte, ça donnera déjà comment dire on va dire un bon support visuel. Je l'ai fait pour énormément d'autres campagnes. Par exemple, vous voyez, une campagne récente aussi que j'ai faite pour Chronique oubliée, c'est du Medfan, donc j'ai le droit d'en parler, c'est le fameux, ma campagne fameuse donc du monde médian, ou du monde de l'arbre dieu. Pareil, j'ai tracé une carte, et ça m'a permis en fait de dessiner les contours de ma campagne. En dessinant les contours généralement d'une région, vous dessinez également les contours de votre campagne, ça se fait naturellement. Et donc c'est une technique en fait que je vous conseille justement pour cela. Alors, dans ce royaume perdu de Tanor, donc sur la planète donc, qui s'appelle Kultea, dans le monde de Shadow World, ça va être, on va dire, l'enjeu, ça va devenir en fait l'enjeu de la campagne, puisque donc c'est pour le contrôle en quelque sorte, et c'est par la lutte entre les différentes forces de cette région que va s'articuler la campagne, et en particulier le chapitre 1. Pour ça que c'est important, on va dire, d'avoir déjà ça en tête. Je mets donc en place également tous les grands, on va dire, groupes d'influence et de puissance du monde de Kultea. Donc voilà, le cercle des secrets, le concept de non-vie, les lore masters, qui sont vraiment spécifiques à Kultea, les seigneurs dragons, l'alliance, les navigateurs, et les villes donc comme Selkey et Eidolon. Donc Selkey, c'est une sorte de Venise du Nord, Eidolon, c'est une cité flottante, la ville de Waterfall City, l'île de la magie. Tout ça, je l'ai présenté un petit peu, on va dire, quand j'ai fait la gamme Rollmaster. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gamme Rollmaster et Shadow World.
ainsi que donc Alkitaïn en Jaiman. Voilà. Et donc, toute l'intrigue, je n'y avais pas pensé forcément à l'époque, mais ça s'est dessiné aussi petit à petit, tourne autour donc de l'histoire de cette région et surtout de l'histoire justement du monde de Shadow World, qu'on appelle donc la guerre des Dominions, qui n'a rien à voir avec Star Trek, pour ceux qui connaissent Deep Space Nine, mais ça s'appelle aussi comme ça, c'est la guerre des Dominions. Voilà, et sur l'histoire des titans aussi, qui sont très importants dans le monde de Shadow World. Mais je prends aussi comme postulat assez tôt, c'était un but, puisque je voulais offrir le plus de possibilités à ma campagne, que ce monde, qui pourtant est séparé, puisque c'est deux univers radicalement différents que celui de Shadow World, qui est en fait l'univers Cultea, très nommément, est une des planètes de l'univers décrit en fait de l'immense galaxie décrite dans le système Space Master. Et donc qui est lié intimement, c'est une des planètes, on va dire, de cette grande étendue cosmique, si je puis dire, qui est, on va dire, le monde de Space Master. Donc il y a quand même un lien entre les deux. C'est-à-dire que si vous jouez à Space Master, vous pouvez vous retrouver sur Cultea. Alors je sais pas quel est réellement l'intérêt, parce qu'en termes de niveau de puissance, il y a quand même un problème. Et au niveau des thématiques aussi, si vous voulez vraiment jouer, on va dire, dans un côté un peu space fantasy, ça peut être intéressant. J'avoue que j'ai tenté la chose dans ma campagne, mais j'ai pas trop appuyé dessus. C'est-à-dire faire des liaisons justement avec Space Master. J'avais l'intention peut-être au départ de faire une campagne justement liée à l'univers de Space Master, qui est donc la version SF, le système SF de Rollmaster avec les mêmes principes mécaniques. Mais je n'ai pas transformé l'essai, je l'ai fait plus tard, on va dire, en utilisant justement le monde classique de Donjons et Dragons, et en particulier le cadre campagne de Planescape. Et donc c'est Planescape qui est devenu, on va dire, le monde après principal dans lequel ont évolué les personnages, après, on va dire, à peu près la moitié du chapitre 1. Donc, j'ai pris pour moi donc, de leur proposer de pouvoir jouer en Atas, donc le monde de Dark Sun, en Toril, donc c'est-à-dire les royaumes oubliés, en Kryn, Dragonlance, très très peu en fait, on n'y est même quasiment pas allé, en Cerilia, donc à Ebrenis, le monde de Birthright, là on y a joué un petit peu plus quand même si bon c'était surtout on va dire pour donner du corps, pour donner des origines fortes et des liens et des motivations très très fortes aux personnages, ainsi que donc évidemment l'Ether, donc j'ai intégré Spelljammer, que j'ai beaucoup plus développé donc, dans le chapitre 9 que je viens d'achever. C'était quasiment, on va dire, la toile de fond principale de la campagne. Et des demi-plans comme Ravenloft, justement. Là aussi, j'y ai fait jouer des scénarios. J'ai pas fait jouer, on va dire, complètement, parce que les joueurs en faisaient des cauchemars tellement ils voulaient pas y aller. Ah là là. Et évidemment, j'y ai ajouté aussi un monde de ma création que j'ai appelé donc les Royaumes Fragments, qui, pour, on va dire, simplifier, mais j'en reparlerai quand je ferai les résumés un peu plus détaillés juste après. Ça n'intervient pas trop, comment dire, dans le premier chapitre, même s'il y a certains personnages qui en sont originaires. Les Royaumes Fragments, en fait, je pars du postulat que c'est un monde, en fait, qui, pour, on va dire, des raisons assez obscures, au départ, en tout cas pour les PJ, a purement et simplement explosé. Et a fait exploser en fait sa sphère d'éther, la sphère d'éther, enfin ce qu'on appelle la sphère de cristal, qui protège justement le monde de l'espace éthéré, donc du phlégiston, pour ceux qui connaissent un petit peu la structure du monde ADD et de l'espace éthéré. C'est engouffré en fait par cette sphère de cristal brisée, et les morceaux en fait qui se sont qui ont éclaté, qui se sont éparpillés suite à cette explosion du monde, suite à une sorte de cataclysme magique, on se sont mis en fait à flotter dans l'air et à, on va dire, s'organiser autour d'un centre, comme s'il faisait une sorte de mini système solaire, ou du moins système géocentré, puisque c'est autour d'un point central qui était le plus gros morceau entre guillemets d'espace on va dire terrestre solide qui flottait dans les terres, et ça a créé donc les royaumes fragments.
Et à partir de cela, eh ben, j'ai également toute une partie de la campagne qui s'est déroulée autour justement de du destin en fait de ce monde que j'avais créé de toutes pièces. Et je vous montrerai de façon plus amplement les plans que j'avais fait à l'époque, justement pour chacun des fragments, parce que j'avais fait surtout ça, et l'histoire que j'y ai développée, sachant que ce plan-là, au départ, je l'ai développé en jouant en système Donjons et Dragons, enfin système ADD2, avec les options de compétences et pouvoirs, pour ceux qui connaissent. Je ferai une rétrospective de la gamme probablement dans un avenir proche. Voilà. Donc ça, c'est le postulat de départ, pour vous, que vous voyez à peu près le cadre dans lequel je me suis placé. Ensuite, j'ai fait donc au départ une création de personnage. Évidemment, c'était un peu la première pour à peu près tous mes joueurs. Hein. Il y en a qui connaissaient Rollmaster, mais ils n'avaient pas forcément pratiqué de création de personnage. Moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai joué en club, j'avais on va dire la génération, on va dire, un peu des anciens qui jouaient à Rollmaster. Moi, ça m'avait toujours assez fasciné qu'ils arrivent à jouer comme ça à un jeu, on va dire, qui avait une réputation vraiment, je dis pas sulfureuse, hein, on n'est pas quand même dans Cult ou de ce qu'on pourrait dire, on va dire, pour certains jeux, on va dire, un peu borderline, même s'ils jouaient à Cult aussi. Hein. Mais Rollmaster, on va dire, ça avait le don, en tout cas moi, en tant que jeune ado, de me fasciner et de me susciter, on va dire, de l'envie. La campagne, j'y ai jamais participé, celle qu'ils ont pu jouer, parce que bon, ils étaient vraiment entre eux, hein, c'était les vieux briscards du club, mais ils avaient fait, on va dire, vraiment une campagne eux aussi assez unique où ils utilisaient système. C'est ça qui m'avait fait un peu déjà fréquenter la chose et qui m'avait donné un peu, on va dire, le goût à cette chose, parce que c'était vraiment, comme je vous dis au départ, comme une sorte de défi de dire voilà, on joue à Rollmaster, c'était dire on est des gens sérieux, on joue, c'est sérieux, on joue quoi. Oui, c'est le cas de le dire. Et donc, pour ce qui est des scénarios, les tout premiers scénarios, donc on va dire les 1, 2, 3, 4 premiers scénarios de la campagne, sont des premiers scénarios, on va dire, qui sont des accroches. Alors ça, c'est ce que je vous conseille en fait quand vous démarrez une campagne. Vous ne pouvez pas démarrer de but en blanc, on va dire, sur les chapeaux de roue, en leur faisant faire des choses, on va dire, extraordinaires, mirifiques. Non, il va falloir déjà commencer quand même à leur niveau. Donc là, je crois que les personnages que je leur ai fait créer au départ étaient niveau 3, ce qui est, on va dire, un bon compromis pour ce qui est de Rollmaster. D'ailleurs, ce que je dis, cette chose, toute cette campagne, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais si ça vous intéresse, vous pouvez tout aussi bien l'adapter à Donjons et Dragons 5, mais vous pouvez tout aussi bien l'adapter donc au système GRTM, ça sera tout à fait jouable aussi. Bon, vous serez sur un niveau de jeu un peu plus, on va dire, réduit en termes de magie, mais c'est jouable. Et vous pouvez l'adapter également à Against the Dark Master, qui va sortir en français aux éditions Leto dans peu de temps. Le système est largement fait pour ça aussi et s'y prête très très bien, en utilisant juste le système mais pas le contexte, qui est un contexte pour ce qui est de Against the Dark Master qui est très très proche quand même du monde de Tolkien, mais on va dire sans les droits. Et donc ça permet, on va dire en tout cas, de une totale liberté, si vraiment cette campagne vous intéresse, de l'adapter à votre système de jeu. Même Chronique oubliée, ça peut marcher. Ou on va dire, voilà, même Dragon de chez Agathe, qui d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, voilà, ça va arriver incessamment sous peu, d'ici la fin du mois de décembre, puisque là je tourne tout début décembre de l'année 2021. Donc, c'est facilement adaptable au système que vous fréquentez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Rollmaster. D'ailleurs, moi, techniquement, j'aurais pu tout aussi bien jouer cette campagne en système Donjons et Dragons. Bon, je pense, enfin, ADD à l'époque, puisque c'est le système que j'avais aussi l'habitude d'utiliser de temps en temps. Donc voilà, l'important c'est que vous trouviez le système que vous arrivez à maîtriser le mieux et qui vous permet de faire les choses. Moi, le système de Rollmaster me permettait éminemment de faire cette campagne parce qu'elle donnait la possibilité aux joueurs de faire vraiment le personnage de leur rêve. Ils avaient énormément d'options pour pouvoir faire le perso qui leur était, on va dire, le plus intéressant, le plus adéquat, le plus, on va dire, motivant. Et en plus, moi, les mécaniques
me permettait également de jouer la chose telle que je le pensais, telle que je l'imaginais. Voilà. Donc les premiers, ce sont ce que j'ai appelé, voilà, les deux premiers, c'est des premiers contrats. Le premier, c'est un solo avec l'un des personnages importants, on va dire, de la campagne, qui s'appelle Ikerator. Donc c'est mon pote Baptiste, que je salue. Bat, qui va être extrêmement, on va dire, important dans cette campagne, parce que lui, son but dans l'existence à l'époque, c'était de prouver, comment dire, qu'il pouvait complètement casser le système. Et donc il n'a fait que des personnages, sauf le dernier, puisque c'est moi qui lui ai fait le dernier, mais il a eu énormément de plaisir quand même à le faire, qui pouvait techniquement renverser le système. En fait, il cherchait la faille, il exploitait, et il allait à fond pour faire en sorte que le perso qu'il crée soit complètement, mais on va dire, ingérable. Et ça, il y prenait plaisir. Voilà. Donc à l'époque, évidemment, ça m'a fait grincer des dents, il y a eu quelques tensions. Mais bon, voilà, après 15 ans, je ne lui en veux pas. Il n'a pas été le seul d'ailleurs, de toute façon, à craquer les règles. Hein. Je vous en raconterai encore d'autres bonnes. Donc, le premier scénario est un scénario solo, où tout simplement, en fait, un nouvel arrivant, donc lui, son personnage Ikerator, qui était donc un invocateur-évocateur, fuyait, comment dire, le continent d'Aegira, qui est donc l'équivalent de l'Égypte pour le monde de Shadowworld. Et il s'installe donc à Waterfall City, il est contacté par la guilde des voleurs et doit enlever en fait la fille d'un riche marchand. Il arrive à faire ça de manière, on va dire, très, très simple, très douce, euh, et va la mettre, comment dire, au vert dans ce qu'on appelle donc la maison des dames, qui est aussi décrit dans le contexte de Waterfall City, qui est d'ailleurs, on va dire, très très bien fichu, au-delà du fait que c'est un peu sulfureux, puisqu'il s'agit de la description d'une maison de tolérance. Et donc, ça permet de faire pression, en fait, pour qu'un marchand crache complètement des informations pour attaquer un convoi. Deuxième scénario, justement, la fameuse attaque du convoi, où là, donc, le noyau dur du groupe de l'époque se forme, donc, toujours Ikerator, l'invocateur et évocateur, Nico, qui lui va jouer donc Elcelia, qui est une psychière, donc assassin magique, qui va jouer donc pendant tout le chapitre 1, il va changer de personnage après. Butch, qui va jouer le légendaire personnage de la campagne, qui s'appelle donc Thanatos, enfin il a plusieurs noms, qui est le guerrier, on va dire par excellence, qui lui va aussi craquer les règles à cause, on va dire, d'une faille également dans le système de jeu. Yacine, qui lui donc va jouer un Vorloy, donc c'est un moitié elfe, moitié esprit de la forêt, qui était bestiaire, donc qui avait donc la possibilité de manipuler, on va dire d'amadouer les animaux pour on va dire, se les adjoindre et on va dire qu'il lui soit favorable, qu'il puisse évidemment lui réaliser des choses d'intérêt pour lui. Et Patrick aussi, qui lui jouait donc Gabriel, qui est un être ailé, une race ailée en fait voilà, une Irasie, qui est des humanoïdes ailés et donc qui jouait en fait une magicienne en fait dans le groupe. Voilà. Et donc le groupe se compose autour de ce noyau dur à l'époque. Donc il y avait l'invocateur-évocateur, la sorcière magicienne, la cithère, le bestiaire et le guerrier, on va dire, voilà, bien cossu, bien costaud. Et ils attaquent le fameux chariot. Ils doivent évidemment ramener ce qui intéressait leur employeur à leur employeur, c'est le cas de le dire, et le reste, ils le gardent pour eux, comme leur employeur leur avait permis. Voilà. Ça permet évidemment, lors de ce second scénario en groupe, moi de tester un peu les règles de combat, puisqu'il y a eu ils ont été embusqués par un groupe, on va dire, de Legroki, qui sont l'équivalent des gobelins dans le monde justement de Shadowworld. Donc voilà, je mets un peu aussi des jalons petit à petit, le système en place. Je teste, on va dire, la plupart des règles, et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Troisième scénario, ils arrivent dans le contexte un petit peu où ils sont toujours des mercenaires, mais après avoir un peu fait leurs preuves au sein de la guilde des voleurs, entre guillemets, ils vont
être cette fois-ci approché par les familles marchandes pour justement réaliser également une mission de protection. Donc deux familles marchandes veulent faire des négociations dans un lieu, on va dire, retiré, à l'extérieur de Waterfall City, puisque là, donc, le scénario, on va dire, c'était un convoi, on va dire, qui était entre Selkey justement et Waterfall City. C'est là qu'ils ont attaqué, on va dire, ils ont profité de la montagne, de la forêt, pour faire eux aussi une embuscade, on va dire, tactiquement réfléchie. Et donc, la réunion tourne assez vite court parce que évidemment c'était une sorte de piège, il y avait des assassins partout. Ils arrivent à extraire la personne qu'ils étaient en train qu'ils avaient eu pour mission en tout cas de protéger. Et c'est laissé, on va dire, quelque peu en suspens pour la suite. Sachant que voilà, c'est évidemment, il y a une suite qui est prévue. Mais s'intercale un scénario à cette époque, que j'ai appelé donc le culte des étoiles, qui est aussi un petit scénario solo. À l'occasion, en fait c'est une petite séance que j'ai faite quand on était parti en vacances justement avec Nico, et qui en a profité puisqu'on avait, on avait le temps pour faire donc un scénario solo qui allait développer un petit peu son passé, le passé de son personnage. Son personnage, donc c'était une Seeker, mais une Seeker d'Iar, c'est l'équivalent des elfes noirs donc dans le monde de Shadowworld. Sauf que voilà, lui voulait rentrer, on va dire, dans une secte, on va dire, d'assassins pour avoir, on va dire, un appui et probablement apprendre des choses, apprendre des listes de sorts. C'était surtout, je crois, son idée à l'époque, c'était déjà de commencer. Vous verrez que pour la suite, pour ses personnages suivants, ça va être un peu la même chose, et apprendre des listes de sorts. Donc on lui demande en fait de réaliser un assassinat. Sauf que l'assassinat, évidemment, il est un peu découvert pendant sa tentative d'infiltration de la maison de sa cible. Et il, malheureusement, ne parvient pas à réaliser son objectif. Il est obligé de s'enfuir. Et donc, la chose, malheureusement, le groupe qui tentait en fait de le recruter cesse toute tentative par la suite d'essayer de nouveau de le recruter puisqu'il a échoué. Bon, c'est dommage, c'est arrivé, hein, on l'a joué de manière, mais ça a joué de malchance. Mais ça n'empêchera pas, malgré tout, par la suite, au personnage de découvrir certaines petites choses. Quatrième scénario, Vengeance. Là, c'est la suite en fait de cette guerre entre les maisons marchandes de Waterfall City. Et donc eux étaient employés par la famille Arkirion. La famille d'en face, les Orimar, ont tenté évidemment de dessouder le descendant des Arkirion, avec la complicité de la famille Delmia. Vous verrez que ces noms vont revenir hein, dans la suite, c'est pour ça que je les cite. Et donc, la famille justement Arkirion leur demande en fait d'exécuter une juste vengeance à l'encontre de la famille Orimar et Delmia. Donc les joueurs, eux, s'installent à l'auberge du Centaure chevaleresque, décrite également de manière très intéressante dans le supplément sur Waterfall City. Et à partir de là, ils vont, à partir de cette base d'opération, ils vont mettre en place leur plan et investissent le palais des Delmia dans la nuit. Concrètement, ils vont dessouder tout le monde ou à peu près et remplacer, comment dire, le responsable de la famille par un doppelganger invoqué par donc le personnage, l'invocateur, c'est-à-dire donc Ikerator. Évidemment, il ne savait pas ce à quoi il s'attendait. Le doppelganger va avoir, on va dire, une importance pour la suite parce que ils vont pas en avoir le contrôle jusqu'à un moment, enfin pendant on va dire une longue période, et ça va créer évidemment énormément de problèmes par la suite. Voilà. Donc ils parviennent à éliminer toute la maison en question pour leur employeur et laissent, on va dire, un doppelganger en place, croyant qu'il maîtrise la situation. Mais rien n'est tout aussi sûr. Voilà. En plus, soit dit en passant, donc le personnage malgré tout de Nico, Elcelia, la Seeker, elle trouve un mentor pour lui apprendre des listes de soins.
ce qui manquait quelque peu au groupe. Et donc c'est la Sicaire qui apprend, on va dire, des listes de soins. Alors je sais, à l'époque, dans le système Rollmaster, les listes de profession, normalement, étaient complètement inaccessibles. Moi, j'ai permis que ce soit le cas, dans la mesure où on payait les points, déjà, en tant que semi-utilisateur, c'était cher. Et aussi, si on arrivait, on va dire, à trouver quelqu'un qui voulait bien les apprendre. Voilà. Chose, je sais maintenant, dans le système Rollmaster, que je ne fais plus. C'est-à-dire que maintenant, les listes de profession, c'est-à-dire les listes spécifiques de chaque profession, les 6 listes de base, sont inaccessibles. On peut apprendre par contre d'autres listes de soins qui existent. Il y a des listes secondaires, ce qu'on appelle les listes libres et réservées du royaume, où il y a des équivalents, mais qui sont moins optimisés. Voilà. Première petite chose, si jamais vous utilisez System Rollmaster, ne faites pas cet écueil, sinon vous finirez par le regretter. Scénario 5e, on arrive vraiment à quelque chose de plus... là on entre, on va dire, dans le vif du sujet et dans la méta-intrigue que je commençais à se voir dessiner, enfin du moins elle commençait à se dessiner au moment où je parle de cela. Huis clos en enfer, donc un scénario que j'ai adapté à partir d'un scénario paru dans Cassius Belli numéro 45, qui était donc un scénario qui se passait dans la région de l'Aélite. C'était un scénario à l'époque, donc dans Cassius, ils avaient créé donc la ville de l'Aélite. D'ailleurs, ville de l'Aélite qui existe toujours, qui est ressortie, on va dire, dans une nouvelle version énorme, je vous présenterai sûrement un jour d'ailleurs. Et donc, j'adapte ce scénario où l'intrigue, tout simplement, c'était ils sont contactés par un elfe assez étrange, Traenen Elend, qui leur demande en fait de ramener le corps de son compagnon, Uther d'Arnéville. La famille d'Arnéville va avoir beaucoup d'importance par la suite. Le corps de son compagnon décédé à sa famille, parce que lui ne peut pas le faire lui-même. Déjà le truc un peu louche. Heureusement, les personnages commencent pendant leur voyage, ils acceptent malgré tout, mais ils commencent pendant leur voyage à découvrir des choses assez étranges. Que sur le village par lequel ils passent, on va dire sur leur chemin, ils apprennent comment dire qu'un cavalier étrange au visage brûlé, avec plus d'oreilles et de cheveux, avec les yeux entièrement noirs, est passé comment dire par le village. Ça leur a fichu les jetons, donc ils s'en sont évidemment rappelés. Et ils arrivent à apprendre en fait que cette personne sera en fait un nécromancien qui aurait en fait manipulé Traenen justement et Uther. Et ils ne savent pas encore que ce nécromancien en fait est lié justement à un personnage qui va être important par la suite, celui qu'on appelle Tillus d'Orguillion, qui est l'un des personnages en fait du scénario L'Horreur d'Orguillion. Donc je reparlerai puisque je l'ai fait jouer un petit peu après. Donc ils se mettent à regarder dans le cercueil. Oui, c'est en utilisant leur pouvoir magique qu'ils ont découvert évidemment tout cela. Il y en a certains qui avaient des capacités qui leur permettaient justement on va dire, de découvrir aussi des petites choses par des moyens, on va dire, magiques. Ils regardent dans le cercueil et ils s'aperçoivent qu'il s'agit en fait d'un enchantement assez puissant. Ils parviennent à comprendre, puisque Ikerator continue à faire des invocations, parce que grâce à ces invocations-là, ils peuvent avoir aussi des informations. En invoquant un démon, en fait, ils peuvent avoir des informations. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont appris qu'ils s'étaient fait un petit peu avoir. Et donc ils apprennent également que la personne qui est dans le cercueil, donc Uther, n'est pas réellement mort, mais préservé mort, ou avec l'apparence de la mort, par un enchantement. Ils décident malgré tout de continuer, et prévoient en fait tout simplement, mais ils avaient déjà, on va dire, cette propension, on va dire, à l'opportunisme. Ils arrivent en fait, ils prévoient en fait de piller complètement le château après avoir livré le colis. Donc arrivés au château, ils sont juste accueillis par les gardes et par le chapelain, un prêtre de Kuor. Donc Kuor étant le dieu des dieux dans le monde de Kultea, qui est l'équivalent de Zeus. Donc Uther, le père, et Tardine, le fils, c'est-à-dire frère jumeau de Uther deuxième du nom, sont partis en chevauchée pour arrêter un groupe de bandits. Ceux-là même qui ont tenté d'attaquer les aventuriers juste avant. Puisqu'il y avait eu un petit intermède d'attaque de bandits. C'est toujours bien de se rappeler à leur bon souvenir qu'ils étaient assez friands quand même
de scènes de combat, donc j'en aurais offert une volontiers. Donc, et ils sont, on va dire, accueillis par la châtelaine, par donc la dame d'Arnéville, qui évidemment vocifère contre cet elfe de malheur qui était le compagnon de son fils et qui juge que c'est lui qui est à l'origine de sa mort. Donc le cercueil est amené dans la crypte et les aventuriers découvrent que le chêne de la cour du château a quelque chose, comment dire, d'assez étrange et qu'un passage secret dans l'aile gauche leur est quasiment, on va dire, leur ouvre les bras. Pourquoi ils ne savent pas encore, et qu'il y a une partie du château en plus qui a été détruite. Les aventuriers sont donc menés dans leur chambre et la nuit, les occupants du château donc se retrouvaient morts et des morts vivants se lèvent dans la cour du château. Ils utilisent donc le fameux passage secret qu'ils avaient découvert pour, après s'être frayé un chemin, on va dire, parmi les morts vivants. Ça a été assez... et ont donc une altercation avec la plupart des morts vivants en question, en tentant d'aller jusque dans les souterrains du château. Ils sont conduits, donc ils arrivent dans la crypte des Arnéville, et là ils trouvent en fait un portail de pierre qui est en fait un portail de téléportation qui leur permet d'aller jusque dans les entrailles du château. Là ils voient en fait que le lieu est un lieu en fait vraisemblablement d'expérimentation où il y a donc des squelettes, des golems de chair qui parviennent à éliminer, et pourtant les golems de chair, les caracs à Rollmaster, elles sont loin d'être pourries. Et redécouvre en fait un Uther bien vivant qui essaye de libérer un de ses aïeux, entre guillemets, parce que toutes les familles de toute façon étaient liées, le fameux Tanis d'Orguilion, dit aussi le sculpteur, modeleur et ancien maître du savoir. Donc, il essaye de le libérer, évidemment, pour probablement s'attirer ses bonnes grâces. Et donc, excusez-moi, et donc du pouvoir. Donc les aventuriers tuent Uther pour de bon et empêchent la libération de la Liche. Ils partent donc après avoir pillé le château de fond en comble. L'histoire a l'air de se terminer comme ça. Ils ont quand même hésité. Ils se disent, est-ce qu'on laisse quand même le rituel se faire? Est-ce qu'on libère la Liche pour essayer d'en garder, on va dire, un certain pouvoir? Vous verrez qu'ils ne vont pas hésiter extrêmement longtemps avant de revenir. J'intercale après un scénario, La racine du désert. Donc là, c'est la première fois en fait que ma femme va jouer justement son personnage le premier personnage que je lui ai créé, qui est donc Ashura, voilà, qui est en fait c'est une Houri, qui est donc le premier personnage qu'elle a joué dans la campagne. Voilà. Et donc en plus d'autres personnes qui eux vont jouer d'autres personnages à ce moment-là avant d'en jouer un autre. C'est-à-dire Renaud il va jouer un Tiefling guerrier mage et Vincent qui lui va jouer un personnage normalement plus tard, un autre personnage également dans la campagne. À moins qu'il ait déjà à l'époque, est-ce qu'il avait déjà créé déjà, j'ai plus souvenir, je vérifie. Quel était le personnage qu'il avait joué? Ah, peut-être qu'il avait joué au départ, oui, Gortak, un Sikir de Mitrol. Voilà, ça doit être ça. C'est son premier personnage. Oui, c'était possible de faire des choses assez particulières. Donc là, je leur propose en fait une aventure en Atas, donc dans le monde de Dark Sun, où ils doivent tout simplement accomplir une mission délicate, c'est-à-dire ramener une racine très très rare. Mais ils partaient de sigil, évidemment. Donc on était déjà avec la connexion avec l'univers des plans. Donc il doit se rendre en Atas pour ramener une racine très rare, un cactus qui ne pousse que dans les îlots de mer pulvérulente, pour ceux qui connaissent le monde de Dark Sun, et qui est le domaine de prédilection des géants. Donc ils passent un portail qui les amène jusqu'à Tyr, après avoir géré une attaque de bandits, et se font engager pour protéger un convoi d'esclaves, ce qui leur permet, on va dire, de passer plus inaperçus pour réaliser leur mission. Ils ont pour mission de protéger les esclaves féminins du convoi. Ils subissent une tempête
qui les bloque, comment dire, au milieu du désert et élimine la plupart des gens du convoi. Le temps de tout remettre en état, c'est-à-dire de désensabler un peu le tout, des nomades éleveurs, donc des éleveurs, on va dire, de canques ou d'erglus, l'un des deux, des elfes donc, les canques étant, on va dire, des sortes de gros insectes qui mangent un peu de tout et qui produisent en fait un miel vert très nourrissant qui est très très utile, on va dire, dans le monde de Dark Sun. Les erglus, c'est des sortes de grosses volailles en fait, qui offrent aussi une viande qui n'a pas de goût, qui n'est pas terrible, mais qui permet de survivre. Hein. De toute façon, dans Dark Sun, on ne fait pas trop la fine bouche. Hein. Et les aventuriers, donc aidés par l'une des esclaves qui se révèle être une houri infiltrée pour exécuter un contrat, donc négocient leur liberté après avoir résisté héroïquement aux assaillants, donc c'est-à-dire les marchands qui sont devenus en fait des pillards, parce qu'en fait ils sont venus dans un premier temps en tant que marchands et ils reviennent en tant que pillards, une pierre deux coups. Ils constituent donc leur chemin dans le désert, gagnent une oasis providentielle, se font attaquer par des scorpions géants. D'ailleurs, le guerrier mage de Renaud est très gravement blessé, mais bon, ils parviennent quand même à le soigner. Et ils parviennent donc à une ville au bord de la mer pulvérulente. Une fois le mage soigné, ils négocient habilement la racine tant recherchée, puis regagnent le portail vers Sigil pour recevoir leur paiement. Voilà. Donc ça, c'était un scénario que j'avais... qui était un peu, on va dire, une manière d'introduire les personnages justement pour la suite de la campagne. Et pourtant, bon, Renaud, lui, ne jouera pas, on va dire, ce personnage encore très très longtemps. Scénario 6ème. Oh, on est déjà à 40 minutes. Donc le palais de Tizuntan. Donc là, c'est une adaptation également donc d'un scénario mythique de Donjons et Dragons qui est paru donc, dans le hors-série Casus Belli numéro 8. Que j'ai utilisé à mes frais et adapté pour, on va dire, devenir ça va devenir en fait le quartier général des PJ. Donc la tenancière de l'auberge du centaure chevaleresque, Dame Génia, avec qui c'était quelque peu lié d'amitié, leur raconte son histoire d'aventurière, parce qu'elle était aventurière avant, et il y a quelques années, donc, elle faisait un duo en fait avec son compagnon centaure, celui-là même, qui est, on va dire, en statue devant son auberge et qui donne le nom justement au lieu. Le seul problème, c'est que l'une de ses dernières aventures lui a été fatale. Le sorcier Tizuntan, maître du palais depuis des lustres, et un million donc d'une entité extrêmement puissante dont ils entendent parler pour la première fois, Anirul Bellel, qui est l'une des trois entités, on va dire, du lieu. La première étant, vous l'aurez compris probablement, la fameuse liche, Tanis d'Orguilion. Anirul Bellel est donc le deuxième, et donc la troisième, vous la découvrirez dans la suite, si vous écoutez encore mon récit. Et donc il le terrassa à l'aide d'un puissant sort. Voilà. Donc Génia leur demande de venger son ami, donc terrassé par le sorcier. Le palais regorge de richesses et ça les paiera largement en échange, on va dire, de leur effort. Elle, évidemment, s'est rangée et ne veut plus, comment dire, participer à ce genre d'aventure. Elle avait en effet promis à son ami mourant d'abandonner les armes. Donc, les aventuriers partent donc pour le royaume de Tan, de l'autre côté de la chaîne des cendres. Donc, vous voyez, la carte de Waterfall City est ici, et donc ils passent la montagne pour aller donc sur le domaine du seigneur de Tan, où il y a le palais et le fameux village. Donc le village, vous verrez, lui aussi a une petite importance pour la suite. Donc il passe donc par le village de Cal, qui s'appelle Cal à l'époque, qui va être renommé par la suite. Puis on va dire arrive jusqu'au palais, se demande comment dire au golem d'entrée qu'on les amène justement jusqu'à Tizuntan, mais il le retrouve mort, complètement décrépit, dans une salle en fait où il y a 8 miroirs. Et au niveau, comment dire, d'un des doigts de Tizuntan, il y a un anneau qui permet justement de passer ces 8 portails planaires. Ils font donc le pillage en règle de tout le palais une fois qu'ils savent que le représentant est mort. Ils libèrent donc une houri qui s'appelle Ezira. Ils doivent se battre contre un nécromancien qui est donc le sorcier Strax, qui est le nouveau, on va dire, chef du palais, qui a été placé là justement par Anirul Bellel.
parce que, on va dire, ils vont découvrir que Tizun Tan l'avait trahi et que donc il l'a fait remplacer par l'un de ses disciples. Et durant la période qui suit, après avoir donc complètement pillé tout le palais, ils continuent à chercher de fond en comble parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire 100% du niveau, comme on dirait. Et donc il manquait encore des petites choses à découvrir, des passages secrets, des lieux un peu dérobés et dangereux. Donc les aventuriers ils prennent possession du palais, le font nettoyer, reconstruire. Il y avait un dôme qui était occupé par des démons de l'ombre, qui est scellé pour éviter évidemment qu'il ne s'éveille, comment dire, à la lumière de la nuit, à la lumière de la lune, enfin des lunes de Kultea. En particulier, il y a une des lunes de Kultea qui est une lune maléfique qui symbolise en fait justement la mort. Je crois que c'est Charon, il y en a plusieurs, mais là, j'avoue que le nom des lunes de Kultea, ça m'échappe à l'heure actuelle. Mais je sais qu'il y a une lune en tout cas néfaste qui il vaut mieux pas en fait que c'est la lune en fait des lycanthropes, des forces obscures et maléfiques. Et donc ces démons de l'ombre pouvaient être animés justement par cette lumière de cette lune maléfique. Et découvre donc dans les souterrains que tous les souterrains en fait du château sont infestés de morts vivants. Alors d'ailleurs, je vous montre parce que j'ai les plans du palais. Donc ça c'est trouvable on va dire sur le net. Donc voilà, j'ai refait un fichier. Il n'est pas présenté exactement comme ça dans le hors-série numéro 8, mais donc le palais de Tizun Tan, il y a quand même voilà, l'arrivée du palais. Le palais il est normalement entouré, comment dire, par un marécage, donc qui en fonction de la saison est plus ou moins, on va dire, peut même faire du palais carrément une île hein, qui n'est accessible, enfin une presqu'île, qui n'est accessible que par un promontoire de terre. Et donc après, voilà, le plan du palais en question. Donc le fameux dôme avec les salles bêtes. Ah, ça brille. Ça brille. Voilà, j'essaye de vous le présenter. De toute façon, je le mettrai à disposition. Le deuxième étage. Et les souterrains avec le visage, donc le village en question, que j'avais rebaptisé déjà, plus les niveaux supplémentaires. Et j'avais donc, à l'époque, parce qu'à l'époque, j'adorais faire des plans, dessiner les fameux souterrains du château. Donc là, ça c'est le premier niveau des souterrains du château. Et après, j'avais dessiné les souterrains supplémentaires en fonction, on va dire, des besoins et on va dire des scénarios du chapitre 1. J'avais rajouté des petites choses. Voilà. Donc ça, pareil, si ça vous intéresse, je les mettrai à disposition. Et donc, comme ils prennent possession du palais, ils prennent aussi possession du village qui va devenir donc Espérance. Et ils vont complètement, on va faire des investissements vraiment avec tout ce qu'ils ont looté. Ils vont permettre à la population du village de bien mieux vivre et développer donc ce fameux village. Et d'ailleurs, l'un des PJ va devenir le maire du village, le bourgmestre. Voilà. Donc, ils reprennent les choses en main et c'est Ikerator qui se met à la tête, on va dire, du domaine de Tan. Et donc, il devient dérochef, nommément le sorcier, enfin, l'invocateur-évocateur qui prend, on va dire, le titre de seigneur du royaume de Tan, avec l'accord du groupe, quand même. Bon, ils se sont dit, voilà, il n'y a pas eu vraiment de dispute. Hein. Ça s'est fait, on va dire, assez naturellement. Pour une fois qu'ils ne se sont pas mis sur la tronche pour ce genre de choses, c'est quand même assez intéressant à noter. Et ils finissent, après une exploration attentive, à découvrir qu'il y a un dernier étage caché dans la tour où une armure est gardée par un Necrophidus. Donc le Necrophidus, c'est une créature issue du Fallen Folio qui est reprise justement, dont les caractères sont donnés dans la description du scénario du palais de Tizun Tan. Il est en encart en fait à la fin du scénario, donc dans le hors-série numéro 8. Ils parviennent à le terrasser, évidemment, et ils découvrent donc une armure magique qu'ils identifient comme appartenant à la famille Laernet, avec un blason, donc la licorne fringante, à poils longs d'argent sur fond de sinople. Voilà. C'est vraisemblablement une famille éteinte, donc ils allaient normalement chercher à peut-être essayer de redonner cette armure à la famille légitime, mais ils ne le trouveront pas, du moins. Et ils commencent à faire justement des recherches, et ils s'aperçoivent petit à petit
que pas mal de familles en fait de la région dont ils ont déjà rencontré, donc les Arnéville, les Arnettes, les Orguillons, font partie, on va dire, d'un club, on va dire très fermé qui date très très longtemps et justement de cette période de la guerre des Dominions, où donc des entités surpuissantes se sont opposées en fait aux défenseurs en quelque sorte des humains qui étaient les Titans. Mais j'y reviendrai. Ils également passent grâce à l'anneau les portails et s'aperçoivent que les portails peuvent les mener donc dans la prison des dieux, qui est en fait, je leur avais donné la possibilité, s'ils voulaient, de faire un immense donjon. C'était le plus grand donjon du monde. Voilà, le bouquin énorme avec ses 16 plans. Voilà, c'est un truc énorme qui était paru chez AEG à l'époque. Donc s'ils voulaient faire le donjon, ils n'ont jamais voulu le faire. Hein. Je vous rassure, il y en a certains qui l'ont fait, ce donjon, et qui ont survécu et qui ont pris du plaisir, visiblement. Moi, j'ai tenté 2 fois de le faire, on n'a jamais dépassé le niveau 1 du donjon. L'île de la magie, donc ils ont un portail qui les mène vers l'île de la magie, qui est donc un lieu très important dans l'univers de Shadow World. La ville d'Al-Kitane, donc en Jaiman. Il y a un portail brisé, ils ne savent pas où il mène, mais bon, il menait à Waterdeep. Les royaumes fragments, donc la ville d'Eneateton, donc je voyais qu'il y avait un lien que j'avais mis avec justement les royaumes fragments, Eneateton étant la cité aux 9 murailles, c'est ce que ça veut dire en grec, hein, Eneateton. Et qui est, on va dire, la ville on va dire, légendaire, si je puis dire, ou du moins typique et que j'avais adoré, comment dire, à développer pour les royaumes fragments, qui est une sorte de cité-état indépendante qui est sur son propre fragment et qui est donc une ville ascendante un peu à la manière d'Edoras, si vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être un peu plus de Minas Tirith. Avec donc des murailles concentriques qui mènent donc jusqu'à un point culminant, donc c'est le quartier, les quartiers, on va dire, nobles. Et donc un portail qui mène en Sigil, un portail qui mène donc en Atas, dans la ville de Tyr, justement, un portail qui mène en Ravenloft, en Barovia, qui leur sera utile pour plus tard, vous verrez, et un portail qui mène en Agira, donc dans la vallée des rois, ce qui, on va dire, n'est pas sans rappeler de mauvais souvenirs, donc au personnage de Baptiste, c'est-à-dire Ikerator, l'invocateur. Voilà. Scénario 7ème. Donc là, on était probablement année normalement 2008. Donc là, on vivait, on va dire, depuis sûrement très peu de temps ensemble avec ma femme. Donc là, elle commence à jouer avec nous de manière durable. Par la suite, enfin là, quoique là on était, ah non, on était déjà, non, on était encore en 2007. Je dis des bêtises. On était encore en 2007. C'est l'année d'après hein, où elle va intégrer la campagne de manière durable. Mais on va dire, on se connaissait déjà et donc j'avais intercalé un scénario. Enfin, au niveau de la temporalité, j'avoue que c'est assez difficile de s'en souvenir, bon, même si ça fait 15 ans. Mais à relire les choses, je crois qu'en fait le scénario s'intercalait à un moment et j'ai dû le remettre peut-être un petit peu en avant par rapport à la chronologie des événements, alors que le scénario je l'ai fait jouer après, probablement. Je vois ça hein, quand à relire mes notes. Donc, un scénario qui est appelé les modeleurs, où là, à cette occasion, donc c'était l'été, donc c'était probablement l'été 2007, à l'époque, j'avais la chance que mon maître à penser, JF, Jean-François Desaunay, que je salue d'ailleurs, qui est le MJ sous le joug duquel j'ai souffert abominablement, que ce soit à Star Wars, à Donjons et Dragons, mais surtout à Shadowrun, qui m'a appris énormément de choses. Disons que jouer avec lui à la dure, ça forge, on va dire, en tant que joueur, mais aussi en tant que MJ. Il m'a été en tout cas de précieux conseils, et je peux, on va dire, aujourd'hui lui remercier beaucoup. Et donc il avait l'habitude de venir en fait une semaine de jeu de rôle qui se passait dans la Meuse à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Une sorte de camp de rôlistes, donc ça c'était dans les années 2007.
Il l'a fait plusieurs années de suite. Et il avait l'habitude, quand il revenait, on va dire, de ce camp de vacances de cette semaine, de passer quelques jours à la maison et de nous maîtriser quelques petites choses. Et là, bah, je lui ai dit, bah tiens, pas de problème, je te laisse la main, maîtrise-nous un Rollmaster. Ce qui lui, on va dire, pour lui, est pas du tout, on va dire, une grosse difficulté, puisque c'est un maître de Donjons et Dragons extrêmement expérimenté et aguerri. Et jouer à Rollmaster, il avait joué, comment dire, à la fameuse campagne avec les anciens du club, puisque c'est au club de jeux de rôle que je l'avais connu, donc une quinzaine d'années avant. Voilà. Donc, oui, ça faisait 15 ans à peu près, on était en 2007, oui, ça fait ça. Ouais, ça fait une douzaine d'années, qu'on va dire. Non, ça faisait bien 15 ans, c'était en 92, donc oui, ça fait déjà ça. Oh là, c'est terrible à quel point ça fait longtemps. Quand on en parle, ça fait énormément de. Et donc, je lui laisse la main, et c'est lui donc qui va maîtriser, et moi je vais jouer mon propre personnage, Aoura, à ne pas confondre avec Ashura, donc le personnage de ma femme. Aoura, moi je jouais donc une derviche, c'est-à-dire donc une spécialiste de la magie de la danse, qui était extrêmement très intéressant aussi. Donc, je joue également cette partie Yas avec son bestiaire, Butch avec Thanos, son gros guerrier, Bat et son invocateur-évocateur, et Patrick, donc, qui lui jouait donc toujours Gabriel, son Érasi sorcière. Irasi, pardon, sorcière. Donc, un berger donc, vient de nous demander audience au palais. Il s'agit donc de Sarine, un modeleur, donc visiblement une personne dotée d'un don assez rare qui lui permet en fait de manipuler la pierre et plus généralement l'élément minéral d'une manière unique en fait pour chaque individu. Donc il avait introduit un détail, on va dire, que moi je vais reprendre à mon compte aussi dans la suite de la campagne et qui va être vraiment très intéressant à jouer. Alors, il est donc le fils de Gilas Maltor d'Estreb, le domaine, on va dire, juste à côté du domaine de Tan, qui est donc, et il accomplit son apprentissage en tant que gardien du cercle de pierre, un lieu hautement magique qui est un portail vers un plan démoniaque, un enfer, ce qui existe, on va dire, dans les mondes dans le monde de Kultea qu'on appelle les pâles. Voilà. Seulement, les protections magiques se détériorent à vue d'œil et risquent de laisser donc les créatures déferler sur la région. Donc le seigneur précédent, bien qu'ayant très mauvaise réputation, avait un accord avec le royaume voisin pour surveiller l'état du cercle de pierre, même si seul un modeleur était capable de le protéger efficacement. Est-ce que Thrax, justement, l'ancien disciple de Tizuntan, avait le don de modeleur, et que c'est pour ça, ils l'ont jamais su, parce que de toute façon Thrax, ils l'ont connu, voilà, une fraction de seconde, juste le temps, on va dire, de lui mettre sa tôle avant que ce soit lui qui le fasse. Donc les aventuriers vont donc entreprendre de retrouver des modeleurs, en plus de Sarine, pour regraver les stèles magiques disséminées dans la région, ainsi renforcer à nouveau la protection magique du cercle. Et donc c'est à cette occasion qu'on rencontre une druidesse, donc Cyrine, qui est donc au service d'Ilura. Ilura étant l'une des déesses évidemment aussi du panthéon de Kultea, qui est déesse de la nature sauvage, si mes souvenirs sont bons. C'est un peu un équivalent d'Artémis, si mes souvenirs sont bons. Donc le seigneur d'Estreb donc fait appel à ses compagnons, prêtres, mages, paladins et guerriers pour détruire le démon marin qui continue à hanter les côtes de sa seigneurie. Et Sarine prend la succession de son père à la tête de la seigneurie à l'issue du scénario. Scénario 8ème. La bataille de Waterfall City. Alors là, ça commençait à partir en sucette. Donc là, donc c'est des scénarios, en fait, il y a eu des intercalages, on va dire, au niveau de la chronologie par rapport, comme je vous l'ai dit. Donc là, je les raconte tels quels, mais vous verrez qu'il y a eu quelques petits scénarios, on va dire, flashback, vous comprendrez. Donc les aventuriers continuent à explorer les territoires et découvrent que les habitants donc, du village donc, de Cal ont tous disparu. Ils fouillent le village, leurs traces mènent jusqu'à la montagne par un chemin différent de la route qui leur permet normalement d'aller à Waterfall City. Ils découvrent donc une tombe dont l'entrée est scellée magiquement. Mais on peut en fait on peut y entrer mais ne pas en sortir. Une inscription sur la stèle: Sigil l'un des trois, le seigneur Melkart de Bâle,
qu'à jamais ce tombeau soit sa dernière demeure afin que la non-vie ne déferle pas sur ce monde. Déjà là ça aurait dû quand même un petit peu les... bah non. Donc il visite, la druidesse pour en savoir un petit peu plus. Il y a eu donc une bataille colossale et décisive qui marqua donc la fin de la deuxième ère, la bataille des Dominions. Des forces de la lumière guidées par les dieux d'Oran et les titans ont combattu donc les forces de la non-vie et les dieux de Charon. Donc ça va, je m'étais pas planté. C'est la fameuse lune maléfique, représentée par les trois seigneurs que sont donc Melkart de Baal, Anirul Belel, dit aussi Aeromron. Son nom, alors c'est un nom dans une autre des langues. Hein. Les sorciers d'Ar, Tanis Lalish, et donc les Larnettes d'Estreb et d'Arnéville se seraient battus contre eux durant cette guerre. Voilà. C'était déjà, ils avaient les noms de 3 des 8 familles de la région que j'ai donné, que j'ai distillé au fur et à mesure. Bon, je dois avouer après coup que le nom des familles, j'ai rassemblé ça petit à petit en fait. À la suite, on va dire, de recomposition de l'intrigue générale. Au départ, j'avais pas très clairement, je dois l'avouer, c'est toujours comme ça qu'on procède, hein, les choses clairement établies, mais je les ai clairement établies petit à petit. Alors, je suis en train de chercher quelque chose, et je ne le trouve pas, parce que j'aimerais bien vous montrer la tombe justement en question. Parce que la tombe, j'avais fait le plan tombe de la famille Baal. La voilà. Elle est là. Donc ça c'est la tombe en fait. J'avais fait donc un donjon hein, d'une certaine manière assez simple pour justement l'occasion de ce scénario et l'occasion on va dire d'explorer on va dire cette tombe. Alors, il découvre enfin les habitants du village zombifié qui se dirigent vers la tombe, tout comme les morts-vivants des souterrains du palais. Les aventuriers donc retournent à la tombe. Ikerator parvient à ouvrir la porte grâce à ses pouvoirs. Ils sont menés devant Melkart par son lieutenant, Asdrul, un vampire également. Tizuntan était donc au service de Melkart selon lui. Tan avait bel et bien trahi Anirul, et la trahison de Thrax était donc elle aussi calculée. Et oui, visiblement... Tan avait préféré, on va dire, changer de boss, et c'est pour ça que ça avait créé, comment dire, une trahison de la part de son disciple, qui lui était resté fidèle, on va dire, à Anirul Belel. Donc Melkart souhaite s'attaquer à Waterfall City et ainsi récupérer son domaine originel, qu'il considère comme étant donc la ville, il considère qu'elle est sienne. Et reconquérir complètement le royaume de Tanor. Les aventuriers n'ont d'autre choix. Il faut dire que là, ils ont un peu baissé leur froc, hein, et prêtent serment contre leur vie, leur domaine et les richesses de servir Melkart dans son entreprise. Voilà, Melkart de Baal, donc la famille Baal. Ils ont donc pour mission première de récolter des informations et de déstabiliser les défenses de la ville en semant le chaos, empoisonner les puits, l'eau des barrages, infiltrer la garde pour la désorganiser de l'intérieur, créer un climat d'insécurité en perpétrant des assassinats, créer des cultes démoniaques, invoquer des démons, enfin bref, ça, ils savent faire. Quand il s'agit de foutre le bordel, ils sont extrêmement forts. Donc ils installent un QG non loin de la ville, dans la montagne, où Gabriel prépare des poisons, des potions et où du matériel est stocké et qui servira donc en cas de repli ou en cas de besoin si jamais ça tourne mal. Bon, ils prévoyaient quand même, si jamais ça se passait pas bien, de retourner leur veste. Hein. Je vous dis, là on rentre, on va dire, dans la période où ils ont été les pires horreurs du monde, c'est-à-dire les opportunistes les plus abominables. Ce qui va les suivre quand même assez longtemps et leur porter préjudice et expliquer pourquoi, on va dire, il y a eu 2 grosses parties, on va dire, au chapitre 1. Donc, à l'issue de la période de préparation, donc les armées de Melkart arrivent enfin pour assiéger la ville. Les aventuriers sont dans un premier temps en soutien, attendant l'arrivée donc des 1000 golems menés par Tilia. Je vais en reparler parce que c'est là qu'il y a eu un scénario flashback, pour faire définitivement tourner le cours de la bataille. Les morts-vivants mettent donc la pression sur les murailles de la ville, et le seigneur Melkart attaque rageusement la tour de Kerimar, où les mages exécutent un rituel visant à empêcher les assaillants d'entrer. La tour de Kerimar, en fait, est un lieu, on va dire,
très, très élevé au niveau du barrage en fait de Waterfall City, parce qu'il y a un barrage en fait qui protège la ville. Vous allez voir, c'est très drôle. Vous vous doutez probablement de ce qui va se passer d'ailleurs. Donc le grand sage et ses acolytes finissent par céder alors qu'arrivent les troupes des seigneurs voisins, comprenant des Strub, ainsi que les 1000 golems de pierre de Tilia. Les aventuriers décident de défendre la ville finalement. Ils se retournent contre eux. Les morts-vivants sont balayés et Melkart s'enfuit. Les aventuriers sont remerciés plus que timidement, étant donné leur allégeance première et leur nature plus que douteuse. Et des preuves existent de leur duplicité entre les mains du sage analyste du seigneur d'Estreuve, Tallinn. Et oui, ils ont retourné leur veste, on va dire, au moment opportun, parce qu'ils ont vu que ça... Voilà, et donc... Certes, ils les ont aidés, mais il n'empêche que on a des preuves comme quoi vous n'étiez pas avec nous dès le départ. Ils sont menés donc devant les membres du clergé de l'église unifiée d'Oran afin d'être purifiés de leur pacte de sang avec Melkart. Oui, ils avaient un pacte de sang avec lui. Une sorte de lien du sang, à la manière de Vampire la Mascarade. Tilia s'en retourne avec Fragor, donc, qui était la personne qui le protégeait, qui était un forgeron, qui avant de se retirer devait être un guerrier respecté et expérimenté. Le doppelganger qu'Ikerator croyait contrôler, il revient. Se faisant passer pour El Celia, est retourné au palais durant la bataille et a disparu avec la bibliothèque. Ah, la bibliothèque du palais de Tan. Voilà. En effet, le doppelganger commençait déjà à se retourner contre eux et à changer d'allégeance et à se tourner vers le vrai boss de la région. Donc pour aller, je le précise, aller se mettre au service d'Anirul, évidemment, Anirul Bellel, qui est, on va dire, l'un des gros boss de la région, je vous le rappelle, il y a Anirul, donc maintenant Melkart, on le connaît, et donc le troisième, donc Tanis d'Orguilion, la Liche, qui, elle, n'est pas libérée pour l'instant. Mais ça va pas tarder. Et oui, vous doutez que les PJ, quand il s'agit de faire n'importe quoi, ils sont les premiers. Hein. Scénario donc 8 bis, des ronds dans l'eau claire. Un scénario que j'ai fait donc jouer uniquement par donc Thanos et Ikerato, intercalé pendant la période de la déstabilisation de la ville. Donc oui, pendant que la ville était en train d'être déstabilisée, j'aurais fait un scénar, on va dire, juste pour eux deux. Donc durant les préparatifs, Ikerator et Thanos, voilà, si je commence à les mélanger, se rendent à Selkey pour y acheter du matériel et sont pris dans une violente tempête. Ils arrivent dans un village reculé de la chaîne des cendres où l'accueil qui leur est réservé est plutôt froid. Les habitants sont rustres et ont peu l'habitude donc de voir des étrangers. Seul le forgeron Fragor daigne leur parler. Un étranger aurait enlevé une petite fille, Tilia, et tué sa mère. Il se lance donc à la poursuite du kidnappeur meurtrier. Le village est coupé du monde par un éboulement dû à de violentes tempêtes dont la dernière n'est qu'un exemple. La piste, c'est des tempêtes d'essence, évidemment, des tempêtes d'origine magique qui sont très fréquentes dans le monde de Kultea. La piste les mène donc jusqu'à un sanctuaire dédié à Kuor. Alors, le sanctuaire de Kuor. J'avais fait aussi le plan du fameux sanctuaire de Kuor. Il est où mon plan du sanctuaire Voilà, le sanctuaire de Kuor. Parce que donc, le scénario, justement, sur l'histoire des modeleurs, celui-là, je l'avais écrit. Il est là, il est manuscrit, donc je vais peut-être pouvoir en faire une photocopie, un scan. Et donc, le sanctuaire de Kuor qui va me servir pendant quelques temps. Et donc avec également voilà, la fameuse énigme avec les pierres, justement. Donc, je vais vous parler dans un instant. Ça me revient petit à petit aussi, il y a tous les éléments qui... Donc ils explorent l'endroit en prenant garde aux pièges, découvrent donc les tombeaux des hauts dignitaires du culte, les salles protégées magiquement contenant des reliques saintes, et les appartements du mage sculpteur de talent. Et oui, il y avait donc un fameux mage sculpteur qui n'est d'autre que... Et oui, c'est Tanis, vous l'avez reconnu. La fameuse Liche. Voilà, avant c'était un modeleur, on va dire, extrêmement puissant. Tout se met en place, en fait, petit à petit. Ne pouvant donc être passés que par un individu contrôlant la pierre ou un mage averti. Ils arrivent donc dans la salle de l'énigme, se débarrassent du kidnappeur meurtrier, Lohar, l'ancien rebouteux du village, un modeleur qui voulait s'emparer du secret laissé par son ancêtre. Tilia est en effet sa petite fille. Il voulait donc utiliser son don pour résoudre l'énigme de la pierre, justement. Lui ne le pouvait, ayant été maudit par la pierre pour l'avoir utilisé pour faire le mal. Il s'était emparé donc de pierres précieuses appartenant à des voyageurs de passage, les avait tués et avait été chassé du village en étant désigné comme la source des maux qui s'abattaient bientôt sur la région. Donc les tempêtes, les éboulements.
Les habitants le croyaient mort. Donc Tilia, à la demande des aventuriers, chante à la pierre, résout l'énigme avec leur aide. Il fallait déplacer les pierres du dallage pour reconstituer en fait une rune, une sorte de taquin donc, ce qui ouvre la salle où sont enfermées les 1000 statues, œuvre du sculpteur ultime du sculpteur Tanis, dont ils savent qui c'est en fait. Tanis, Tanor, il y a un lien. Oui, au niveau des noms, j'aime bien en fait jouer un petit peu sur le nomastique, comme on dit, c'est-à-dire sur on va dire l'origine, l'étymologie des noms. Fragor, donc le forgeron, demande à adopter Tilia afin de la protéger et d'empêcher que son don soit mal utilisé. Ikerator accepte à contre-cœur dans un premier temps. Donc, scénario 9ème, la forge des titans. Là, on est en fait on va dire, on va crescendo, hein, vous allez voir. Donc ce scénario-là, une fois qu'ils ont découvert évidemment les 1000 statues, c'est là qu'ils se disent qu'ils ont la possibilité peut-être de retourner la situation à leur avantage et donc d'empêcher peut-être Melkart finalement de prendre la ville de Waterfall City. Et c'est ça qui retourne évidemment complètement le cours de la bataille et leur permet ensuite après de sauver la ville et d'être les héros de la ville entre guillemets, même si on sait très bien qu'ils ont retourné leur veste. Donc les forges des titans. Genia fait mener une missive au palais par l'intermédiaire donc d'Erwin, le bourgmestre. Donc là joue ce scénario. Donc toujours Nico qui jouait le Célia, Bad qui joue Ikerator, Butch qui joue Thanos, Yas qui joue donc le bestiaire. C'est quoi déjà son nom au bestiaire, Eldorin, voilà c'est ça. Patrick donc qui joue toujours Gabriel et Cyril qui rejoint le groupe, un de mes très vieux et anciens joueurs qui joue au départ donc Enantar, justement le limiéchet bourgmestre. Puis après donc il va jouer Ézéchiel, un demi-géant barbare optionniste du monde d'Atas. Puis enfin Imric, un champion de Kuor. Voilà. Et enfin Hunt, un troll barbare psionique. Lui il a changé beaucoup de personnages. Voilà. Mais au départ donc c'est lui qui jouait Enantar. Là je crois que ce scénario-là, il jouait justement le limiéchet, mais il est vite passé à un autre personnage. Donc Genia demande l'aide des aventuriers pour régler une affaire épineuse. Donc Arlucan, le responsable en fait de la guilde des voleurs qui leur ont donné leur première mission, l'a fait chanter et elle demande son élimination. En fait, les aventuriers finissent par découvrir que l'auberge est un lieu de culte dédié à Inis, donc une déesse un peu, on va dire, un peu maléfique. Ce qui constitue un élément suffisant pour exercer un chantage. Genia, en échange, leur promet la carte de la forge des forges des titans. Et aujourd'hui, la demeure d'un clan de Lugroki, mais les niveaux inférieurs recèlent de minerais précieux et d'objets magiques protégés par de puissants élémentaires. Il n'y avait pas plus en leur disant ça pour qu'eux, hop, on y va, on y fonce. L'enquête commence, tout comme dans un premier temps l'accomplissement d'actions personnelles en lien avec leurs précédentes aventures. Donc oui, il y avait évidemment des petites choses qu'ils menaient également à bien pour leur propre compte. Hein. Et je ne donne pas de précision. Ils savent déjà que Kalimar a un lien avec Kalinar, a un lien avec Arlucan. Ils se rendent donc chez la famille Arkirion. Voilà, leurs fameux employeurs aussi des maisons marchandes. Seulement, la famille ne veut plus avoir de collusion avec eux, étant donné leur réputation en ville. Ils en profitent bien parce qu'ils se disent ouais, bon, ils ont mauvaise réputation, on leur parle plus, même si bon, voilà quoi, c'était pas terrible. Ils ont aussi fait des saloperies à notre service. Ikerator force l'audience en s'adjoignant l'aide de Chien d'Enfer qu'il a invoqué évidemment. L'intendant qui bloque l'entrevue est tué avec quelques gardes, tandis que le mage et d'autres défenseurs du palais poussent les importuns à quitter les lieux et la ville, désormais recherchée comme être maléfique. Bah oui, invoquer des chiens d'enfer, évidemment, ça aide pas trop. Et donc ça tourne un petit peu en sucette. Ikerator, de retour au palais, donc au palais de Tan, organise alors un plan machiavélique pour enlever Tilia, qu'il juge être entre de mauvaises mains, à la lumière du talent qu'elle possède. Il conjure donc le forgeron et le fait pétrifier par un basilic. C'est moche. Tilia est amené au palais par la même occasion et est témoin de la scène. Il décide ensuite de se rendre en Alkitaim pour y recruter des gens. Donc en effet, ils avaient un portail. Comme dans la région, ils étaient assez mal vus. Ils se disent on va aller beaucoup plus loin en Jaiman, et donc ils vont aller dans cette cité
très importante, on va dire, qui est la cité principale, on va dire, du continent de Jaiman, au nord donc des mers, là où ils sont, pour y recruter du personnel, des serviteurs et des combattants. Ikerator fait également des pieds et des mains pour retrouver le doppelganger qui l'a trahi, mais pour l'instant sans succès. Alors, il leur vient alors d'attirer les bonnes grâces de la Liche en la libérant. Je vous ai dit, ça n'est pas duré très très longtemps cette histoire. Vu quelle est leur réputation, ça ne pourrait pas être pire. Ikerator donc invoque l'esprit d'Uther pour connaître les détails du rituel. Et oui, Uther savait quel était le rituel. Avant de le tuer, ils avaient bien compris que lui était le seul à connaître le rituel pour libérer la Liche. Ce dernier, que Traenen lui avait remis, donc oui, c'est Traenen qui lui avait révélé les détails du rituel, Traenen Elend, hein, celui qui les avait engagés, lui-même l'ayant obtenu des mains de Gardas, le nécromancien, dont je vous avais parlé aussi un petit peu dans le scénario Huis clos en enfer. Donc était dans ses mains quand il l'a tué. Et Celia, elle, essaye de tirer par la force des drogues les secrets de la Houri qu'elle n'a pas pu obtenir par la douceur. Oui, ils ont essayé de faire parler également cette pauvre Houri qui était au service, on va dire, de Srax, qu'ils avaient libéré, la fameuse Elnisia, pardon. Mais c'est Elcelia qui le fait. Cette dernière a en effet aidé Tilia à s'échapper et être mise en sécurité dans la forteresse d'Espreub auprès de Sarine, mais Ikerator parvient à l'invoquer. Seulement cela ne fonctionne pas et la Houri feint la mort par suicide. Elle est démembrée et jetée dans le proche marais par Thanos. Oui, ils étaient assez hard hein, quand même. Hein. Les gens qui les trahissaient, généralement, ils finissaient très très mal. Et par contre, eux, ils trahissaient les gens à tour de bras. De retour au château d'Arnéville. En parlant avec la Liche, ils apprennent que seul un Darnéville peut lancer le rituel. En effet, ils sont les gardiens de cette prison depuis la fin de la guerre des Dominions. Oui, donc ils étaient censés garder, on va dire, ce Tanis le sculpteur, enfermé, on va dire, alors qu'il avait choisi de devenir une Liche, je le rappelle. Mais au départ, c'était un modeler, un sculpteur, donc qui a créé cette armée, on va dire, de statues qui va avoir de l'importance par la suite. Et donc pour l'instant, seul Tilia en a le contrôle. Et c'est ça que cherche Ikerator, savoir le contrôle en fait de l'armée des 1000 statues, qui est extrêmement puissante, évidemment. À l'aube de ce monde, le crash d'une météorite aurait créé un cataclysme dévastateur qui aurait perturbé les flux d'Aessence, donc les flux, comment dire, d'énergie magique, et ouvert des portails vers d'autres plans d'existence, desquels seraient sortis donc des démons et des créatures de la non-vie. Ça, c'est vraiment le background de Shadowborn. Vers la fin de la Seconde Ère, ils auraient réduit nombre de peuples en esclavage et créé donc de vastes royaumes. Tanis la Liche, Melkart, Anurul étaient les seigneurs de 3 de ces domaines et les ont perdus face aux forces de la lumière. Les titans et les dieux d'Oran, à la tête des... Donc les dieux d'Oran, c'est le panthéon de la lumière, entre guillemets, des gentils dieux, entre guillemets, à cause donc de la défection d'Anurul. Lui et Melkart ont été enfermés. Anuril, lui, s'est retiré dans sa forteresse, qui d'ailleurs est non loin du palais, à la limite du royaume, dans un souterrain, on va dire, inexpugnable. La Liche sait que les flux d'essence sont de plus en plus perturbés, et ce, à cause de la destruction de l'un des yeux d'Uta. Donc là, il commence à avoir quelques révélations sur les secrets du monde. Alors pour simplifier, la Cultea est en fait une planète extrêmement grande, de faire, je crois, elle est 4 fois plus grande que la Terre, que notre Terre à nous. Et en chacun de ces pôles, il y a, on va dire, une sorte de grand objet magique qui est une sorte de pilier et qui évite en fait que le monde ne soit complètement détruit par les flux des terres, les flux en fait d'essence, pardon, excusez-moi, et qui en fait sépare, grâce à une sorte de barrière magique, le monde en fait en 2 hémisphères, mais hémisphère est-ouest, pas nord-sud. Donc tout un hémisphère de la planète, c'est l'hémisphère est, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a en fait que des tempêtes d'essence qui ragent avec donc des portails, des démons, des démons venus des pales, etc., qui sévissent de l'autre côté, mais ils ne peuvent pas passer grâce justement à ces fameux piliers qui séparent en deux et donc qui créent une barrière infranchissable jusqu'à maintenant. Et on les appelle donc les yeux d'Uta, donc des artefacts surpuissants
qui crée donc une barrière d'essence infranchissable entre l'hémisphère est et ouest de Kultea. La barrière est sur le point de céder, ce qui entraînerait la destruction des civilisations dans un maelstrom d'essence. En plus, on va dire, des mondes qui sont libérés par les portails qui s'ouvriraient suite, on va dire, à des croisements de lignes telluriques, de lignes d'essence. Le cercle des secrets, ce qu'on appelle donc dans le Gerakarendress, serait à l'origine de tout cela et les manipulerait sans qu'ils en aient conscience. La Liche propose de les aider s'ils la libèrent. Ikerator donc invoque Uther d'Arnéville, le père, qui est invité à exécuter le rituel. C'était malin quand même. Tanis est libre et réduit Uther en cendres et fait de Tardine, donc l'autre fils d'Uther d'Arnéville, son serviteur mort-vivant, ainsi que d'autres membres de la famille enterrés dans la crypte. Après tout. Ils apprennent enfin que tous les descendants des familles humaines qui se sont battus lors de la guerre des Dominions possèdent donc le don des modeleurs et une armure magique donnée par les titans. Voilà, donc en fait, 8 familles qui correspondent donc à 8 dieux. Ils sont donc, on va dire, liés à 8 dieux du Panthéon d'Oran, 8 dieux de la lumière. Et les titans leur avaient forgé chacun une armure et ils avaient chacun reçu le don des modeleurs. Justement. Là, l'intrigue prend vraiment, on va dire, sa dimension finale, entre guillemets. Les aventuriers donc entreprennent de s'occuper d'Arlucan pour récupérer la carte des mines. Ils le traquent dans les bas-fonds de Waterfall City et parviennent à le tuer, le dépouillant donc de tous ses objets magiques. Et évidemment, ils récupèrent la carte et envoient Genia et sa servante en sigil pour qu'elle échappe au culte d'Inis, qui donc, avec lesquels elle était plus ou moins bloquée, prise dans un étau, si je puis dire. Genia donc était contrôlée par un prêtre qui utilisait l'auberge à son insu. Voilà. Et donc ils la mettent en sécurité, en sigil, ce qui est pratique. Le culte des étoiles recherche également le groupe désormais pour avoir tué Arlucan. Le culte des étoiles étant la secte, entre guillemets, qui était, on va dire, au-dessus cette guilde des voleurs. C'est encore, on va dire, quelque chose d'assez secret, mais Célia à ce moment-là ne dit rien, puisqu'elle a eu, on va dire, elle a approché le culte des étoiles, mais elle ne l'a pas rejoint puisqu'elle a échoué. Entre-temps, donc un phénomène plus gênant a lieu au palais. Le Nexus magique augmente en puissance de jour en jour. Il cherche de l'aide auprès des sages de l'île de la magie, grâce au portail qui y met. Le territoire est riche en Nexus magique. Donc il y a le palais, le cercle de pierre et les mines des titans. L'anomalie peut-être se réduit à Anirul, qui manipule justement les Nexus magiques. Ils apprennent que les golems de pierre auraient été créés pour contrer ce dernier. Ils résistent en effet très bien à la magie. Voilà. Donc ils apprennent en fait que les fameuses l'armée des 1000 statues justement était un contre-pouvoir contre contre le seigneur en fait Anirul. On leur fait donc d'un objet un compas magique qui est très important, on va dire, dans le monde de Kultea, puisque c'est un compas de navigateurs, les navigateurs étant la guilde qui permet, en utilisant justement les lignes d'essence, de se téléporter d'un lieu à un autre, et ça coûte extrêmement cher, évidemment, c'est un service qui existe, mais qui est extrêmement cher. Voilà. Un petit côté Dune, on va dire, là-dedans, sauf que là, ils utilisent les nexus magiques au lieu de replier l'espace comme dans Dune. Qui leur permettra donc de payer les navigateurs afin qu'ils dévient et remettent en ordre les flux d'essence avant que le Nexus n'explose. Et oui, Anirul veut tout simplement les plomber en faisant sauter le palais dans une explosion magique. C'est simple, c'est net, c'est sans bavure. Je vous avais dit, voilà, ils avaient été un peu trop loin, donc là, je commençais à leur mettre la pression. Ce qu'ils font, non sans mal, perdant un de leurs membres dans la procédure. Et oui, il y a un des navigateurs qui y est passé. Les œufs de dragon, par contre, ont disparu du palais, car ils avaient récupéré les œufs de dragon, qu'ils avaient mis sur le Nexus pour qu'ils soient... pour qu'ils maturent tranquillement. Et ils attendaient que les œufs éclosent pour évidemment tenter, dans leur idée, de prendre le contrôle de ces grosses bêtes et devenir encore plus puissants. Je vous dis, ils avaient vraiment la grosse tête. Hein. Puis, c'est l'expédition dans les mines. Donc ils passent les champignonnières, le Groki, sans mal,
assaillis dans l'obscurité par une myriade de créatures. Ils atteignent le niveau des forges où ils découvrent des creusets remplis de minerais rares et précieux. Les salles contenant des objets magiques sacrés des titans restent encore inaccessibles car protégées par des élémentaires. Et là d'ailleurs Thanos manque d'y perdre la vie. Je crois que j'ai failli complètement le brûler, comment dire, avec un élémentaire de feu. Il a dû probablement claquer un point de destin. Alors les modeleurs, les forges des titans. Et voici, donc je vous montre. J'avais fait donc le plan des champignonnières Le Broquis et le plan des forges. Les voilà. Donc, où ils reviendront plusieurs fois. Hein. Mais là, ils n'ont pas accès en fait aux salles, à la salle des trésors où il y a donc les objets magiques, on va dire, du culte de la lumière, enfin du culte des dieux de la lumière, qui évidemment, ils arriveront à les avoir, mais plus tard. Ikerator entreprend donc de déplacer le minerai jusque dans les souterrains du palais. Et donc c'est là qu'ils vont utiliser donc le minerai qu'ils récupèrent, évidemment, pour se faire forger des objets magiques. Donc ils récupèrent des objets, des minerais assez classiques dans le monde de Rollmaster, qui est issu en fait de GRTM, c'est-à-dire donc du Laen, de l'Eog. Et ça va leur permettre justement de se faire forger des armures et des objets magiques à leur taille. Donc le village donc, de Kaal est rebaptisé Espérance. C'est à partir de ce moment-là qu'ils rebaptisent le village. Les aventuriers retournent sur l'île de la magie pour y étudier. Gabrielle, qui est enceinte de Thanos, s'y retire pour enseigner et pratiquer l'alchimie dans l'attente de son heureux événement. Très important évidemment, Gabrielle enceinte. Vous verrez dans la suite de la campagne, ce petit détail est devenu, on va dire, ce qui a, je pense, on va dire, fait trembler complètement l'univers à la fin du chapitre 8. Rien que pour ça. Comme quoi, un petit détail, le fait que Thanos donc, ait eu une fille avec avec le personnage de Gabriel, a eu énormément d'importance par la suite, dans la suite des événements et des intrigues. Voilà. On le découvrira au fur et à mesure des épisodes, hein. On va essayer de garder un petit peu de suspense. Mais là, je vous tease un petit peu. Et fait commande donc de nombre d'armes et d'objets magiques en échange de minerais. Voilà. Donc, là, j'en suis au 10e scénario. Je vais essayer, comment dire, de vous faire le 10e, et après, je pense que je ferai une première pause et que je ferai une deuxième partie, on va dire, pour cette vidéo, voire peut-être même que le premier chapitre, je le ferai en 3 parties. Donc, scénario 10e, le vaisseau monde, où donc jouer toujours Nico avec Elselia, Bat avec Ikerator, Butch qui jouait Thanos, Patrick qui jouait donc Gabriel, et nous avons été rejoints par une amie qui a joué aussi quelques temps, Hélène, qui elle jouait la sœur de Thanos, c'est-à-dire la fameuse comtesse d'Orguillion, on va l'appeler comme ça parce que c'était Madame la Comtesse. Comment elle s'appelait déjà? Je ne connais qu'elle. Oui, Kalia, voilà. Mage séléniste. Une classe extrêmement puissante. La mage séléniste, puisque elle avait choisi, on va dire, la nouvelle lune, je crois. Parce qu'il y a la possibilité de choisir en fait une orientation qui correspond à une phase de la lune. Et concrètement, on a accès à des listes de sorts dans Rollmaster qui sont vraiment, on va dire, voilà, game breaker. C'est-à-dire la liste éthérée, par exemple, qui permet de se phaser en fait dans les terres, de cacher des objets dans les terres, qui est extrêmement puissante, ne serait-ce que parce que quand on utilise son pouvoir, et surtout qu'on a des sortilèges, on va dire, des initiés, c'est-à-dire des initiations de sorts, des sortilèges mémorisés, il n'y a plus rien à faire. La personne, elle claque des doigts, elle disparaît, on ne peut jamais la toucher, jamais rien faire, elle réapparaît, elle balance... c'est fini. Et elle avait aussi des listes très rigolotes qui permettaient d'obliger les gens, on va dire, à tomber en dépression et à se suicider, quoi. C'était quand même assez vilain. Donc, le vaisseau monde, tiré évidemment du hors-série Graal, le vaisseau monde, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer ces scénarios-là à l'époque où je les ai lus, puisque j'ai lu Graal
à la fin des années 80, c'est par là que j'ai un peu découvert le jeu de rôle. J'ai acheté Graal avant d'acheter Cassius Belli. Et donc, voilà, les scénarios du Vaisseau Monde m'ont toujours, on va dire, trotté dans la tête. Et j'ai fini par intégrer, comment dire, cet élément dans ma campagne, puisque c'est un élément vraiment multi-univers, si je puis dire, puisque c'est un vaisseau qui traverse les plans et qui, à chaque fois, il y a lieu, comment dire, d'avoir des scénarios intéressants. Alors que les tempêtes hivernales font rage, oui, en hiver, les tempêtes d'essence sont extrêmement ravageuses sur le continent des mers. Un événement inhabituel vient troubler les pluies diluviennes. Un vaisseau gigantesque, qui peut voyager à travers les plans, est apparu au large des côtes de l'Empire perdu de Tanor. Des troupes ne tardent pas à débarquer en masse par la voie des airs, sur des dragons ailés, des vouivres purpurines, comme on les appelle, et par la terre, ce afin de tout plier. Excusez-moi, je me suis entruché, comme on dit chez nous. Donc le domaine d'Estreuve est touché par ces pillages. Et en fait, c'est vraiment toute la région qui est pillée et ils réduisent les survivants en esclavage. Et le domaine d'Estreuve résiste au prix de lourdes pertes. Le gros des troupes continue son chemin vers Waterfall City, venant demander un lourd tribut, toutes les richesses en or, les armes et objets magiques contre leur vie sauve, au seigneur Ikerator également. Ces pirates donc vénèrent une divinité du vent et des tempêtes, Raina Torquemande. Il était assez dur à dire et je crois que je ne l'ai pas écrit avec l'orthographe, on va dire, qui est utilisée dedans. J'ai dû la simplifier parce qu'il y avait des choses bizarres. C'était assez, on va dire, médiéval, comme dirait l'autre. Donc Thanos et Elselia s'enfuient avec les richesses par les portails pendant les négociations. Ikerator ainsi que les soldats et domestiques du palais sont amenés sur le navire. Ils négocient alors sa liberté et celle de ses gens, ainsi que celle de Tilia, de Sarine, de Gilas, de Taline et de tous les gens du domaine d'Estreuve, contre des informations stratégiques sur la ville et son aide logistique. Donc ils sauvent les d'Estreuve, mais contre des informations qui permettront de saccager Waterfall City s'ils ne cèdent pas à leur chantage. Il fait appeler donc des gens pour qu'ils soient engagés comme mercenaires dans les troupes d'assaut contre de l'or. Le groupe se prépare avec force de tactique et de soutien musclé des géants invoqués par Ikerator pour faire tomber la ville. Leur attaque se concentre sur les murailles, la tour de Kirimar et le barrage. Les 6000 pillards finissent par entrer dans la ville et ne laissent rien ni personne derrière eux. Thanos donne l'idée à Gabriel de détruire le barrage pour se venger du peu de reconnaissance dont les puissants ont fait preuve à leur égard à l'issue de la première bataille. Et oui, comme quoi je vous ai dit, ils étaient vraiment très opportunistes, voire même, on va dire, un peu hypocrites et revanchards. La ville était anéantie et les dirigeants font retraite à bord d'une nef de navigateurs. Scène quand même très importante. Ikerator qui buffe Thanos, ça je m'en souviens encore, pour lui donner une force surhumaine, et il jette en fait des énormes rochers dans le barrage pour faire céder le barrage. C'était dantesque. Les esclaves sont donc libérés comme promis, et d'Estreuve, tout comme Taline et Tilia, donc Taline, je rappelle, c'est le mage analyste au service du comte d'Estreuve, leur gardent rancœur de leur comportement lâche et opportuniste dans cette affaire. Non, sans blague. La ville ne reste pas longtemps acharnée à ciel ouvert, désertée par les vivants, puisque Melkart en profite pour y installer son royaume, rebaptisé Carthage, comme au temps de la guerre des Dominions, où il en était déjà le seigneur. Eh oui, eh oui. C'est quand même beau, hein. Voilà. Ils avaient sauvé la ville comme des gros opportunistes, et là, comme des gros opportunistes, ils la font tomber et la donnent à leur ancien ennemi, ami ennemi de circonstance. C'était beau. C'est le genre de retournement de situation, j'adore. Franchement, voilà, j'apprécie énormément. Et ils assumaient totalement, c'est ça le pire. Et moi je leur disais, mais vous êtes vraiment des pourritures. Ils disaient, mais non, c'est pas vrai. Vous arrêtez pas de faire des conneries. Mais non, c'est pas vrai. Et Thanos disait, ah bah non, moi j'étais, on va dire, c'était toujours les autres qui avaient les idées et qui. Voilà. Mais je pense qu'il vous le racontera mieux que moi si j'arrive à faire une vidéo avec mes anciens joueurs, ce qui est d'ailleurs prévu pour
pour les 15 ans de la campagne que j'invite mes joueurs à témoigner justement des grosses bêtises et des meilleurs moments qu'ils ont eu sur cette campagne. C'est du moins ce que je prévois de faire au mois de mai, si tout se passe pour le mieux, de pouvoir réunir le maximum des joueurs de la campagne pour faire une vidéo spéciale. Voilà, donc restez à l'écoute, normalement ça devrait se faire. Scénario 11, suite. Donc là, j'avais fait intervenir le vaisseau monde, qui avait bien déstabilisé complètement et foutu en l'air toute la région. J'aime bien mettre. Voilà. La chaîne s'appelle pas Tabula Rasa pour rien. C'est parce que voilà, faire table rase, chez moi, c'est, on va dire, c'est presque une seconde nature. Et donc c'est le scénario que je vais leur faire jouer, c'est adapté donc de La Cathédrale, qui est un scénario dans le hors-série Graal sur le vaisseau monde, justement. Donc quelques jours après la destruction de Waterfall City, Ikerator est contacté par les pilotes du vaisseau monde. Ceux-ci ont en effet un problème très épineux concernant le navire. Le gouvernail de leur navire ne répond plus. Il leur est donc impossible de guider le navire et il risque de s'écraser sur les récifs avant d'avoir plus transplané. Le groupe donc négocie donc le raid, des œufs de vivre purpurine pour Thanos. Il rêvait d'avoir un dragon comme monture, et évidemment de l'or, des objets magiques divers pour les autres, pour descendre à fond de cale et y réparer le gouvernail. Les gens du navire ne peuvent pas le faire eux-mêmes car c'est tabou. Ils ont une religion un peu particulière. Ils n'ont pas le droit de descendre en fait dans l'antre, on va dire, de leur navire parce que ça, voilà, c'est tabou, c'est la superstition. La descente par le grand escalier commence à partir donc du mât principal. Il passe les différents murs qui comblent certaines parties du chemin vers les entrailles du bateau grâce à la force exceptionnelle de Talos, qui oui avait bénéficié, je le rappelle, d'une faille dans les règles où donc il avait réussi à obtenir déjà à l'époque, je pense, un 120 en force grâce, on va dire, à Calisthénique, à la compétence entraînement ou entraînement, comment dire, de caractéristiques, ou qu'on appelle en VO calisthénique, où donc il a utilisé en fait ses compétences de hobby pour justement développer sa calisthénique. C'est pas interdit dans les règles, il n'y a rien qui est marqué, mais maintenant vous le savez, il ne faut pas faire ça. Déjà la compétence calisthénique, qui est donc dans le compagnon du combattant, vaut mieux éviter, comment dire, de la mettre comme cela entre de mauvaises mains, si je puis dire, mais il faut la refaire payer au vrai coup, quoi. Et pas la mettre, pas leur permettre que ce soit en compétence de hobby. Parce qu'après tout, c'est une compétence secondaire, donc techniquement, dans les règles, ça peut être une compétence de hobby. Dire, moi, je fais de la fonte tous les jours pour augmenter ma force. C'est pas interdit dans les règles. Je suis désolé, j'ai pas vu de restriction à ce niveau. Donc en tout cas, ne le faites pas. Là, mettez en place une restriction. C'est les compétences donc d'entraînement de caractéristiques. C'est comme ça que ça doit s'appeler, je crois, en français. Qui permet donc d'augmenter les caractéristiques physiques en faisant de l'entraînement, on va dire, chaque jour, donc en achetant des degrés de maîtrise. Non, voilà, faites-les payer. Pour les guerriers, ça coûte pas énormément cher, mais on va dire ça permet quand même d'éviter ce genre de choses, sachant que normalement, selon les règles, les caracs plafonnent à 120. 120, c'est les caracs des demi-dieux. Au-delà de 120, c'est les dieux qui ont ce genre de caractéristiques très élevées. Mais on ne peut pas aller au-delà de 120, donc ça plafonne quand même, mais ça n'en reste qu'une carac à 120. Ça déstabilise un peu quand même complètement le jeu, je peux vous le dire. Voilà, même si ce n'est que la force, que la constitution, ou que, on va dire, donc il y a aussi l'agilité et la rapidité que vous pouvez augmenter, comme ça. Ça fait pas énormément, mais c'est déjà trop. Alors, ils essuient ensuite des attaques de phalangistes renégats qui ont piégé l'escalier et tentent de réduire les importants en esclavage par l'utilisation de champignons hallucinogènes et soporifiques très addictifs qu'ils cultivent à ce niveau du bateau. Mais heureusement, ils parviennent à s'échapper. Arrivés à Fonkal, ils pénètrent donc dans la nécropole du navire. Ils y découvrent une étrange statue qui n'est autre que Arayabaz, l'un des trois, une partie de l'essence du démon qui a construit le navire, et ce, non loin de la tombe de l'architecte du navire, qui s'appelle Vilian Aergoy. Il est la patience là où Yerulibaz est la colère, et Razamabaz la ruse. Donc c'est une triade en fait, c'est leur triade de divinité. Ils parviennent donc à trouver un chemin à travers la coque pour atteindre leur but, une conduite transparente qui passe sous le navire et débouche
dans un lac noir dans la cathédrale, le lieu justement qu'il devait atteindre. Là, il découvre que le démon censé actionner le gouvernail avec sa queue, Yeru-Bilaz, est en liberté. Ikerator négocie avec lui promettant de l'aider à quitter le navire s'il laisse le groupe sauf. Il invoque un autre démon pour faire l'office de Yeru-Bilaz le temps que le navire transplane. C'était bien malin. Parce qu'il libère le démon, il en met un juste le temps qu'il transplane, sachant que évidemment le navire serait probablement bloqué parce que le démon ne ferait pas son office très longtemps. C'était très mal, j'avoue. Ézéchiel, donc ça y est, il est là, donc c'est le personnage joué par Cyril justement dans ce scénario, puisqu'il y avait donc toujours Bat qui jouait Thanos, Bat qui jouait Ikerator, Butch qui jouait Thanos, Cyril qui jouait Ézéchiel, son deuxième personnage, si mes souvenirs sont bons, Hélène qui jouait Kalia, la sœur de Thanos. Donc Ézéchiel rejoint le groupe en tant que garde du corps du seigneur Ikerator. Voilà, c'est là qu'officiellement donc son personnage rejoint le groupe. Alors que beaucoup s'inquiètent pour l'avenir au vu des phénomènes climatiques préoccupants et des occurrences néfastes qui prennent place dans la région. Le groupe se rend donc jusqu'au bassin de divination des chaînes des cendres, non loin du lac de Verre. Alors, est-ce que je peux vous montrer la carte de la région? Voilà. Donc, il y a un endroit en effet qui s'appelle le lac de Verre, qui est ici. Donc, je rappelle, le palais est par là. Waterfall City est ici. Le palais de Tan est là. L'aventure qu'ils ont faite s'est passée dans ce coin-là, dans la mer, ici où où le navire est apparu. Et donc ils vont jusqu'ici, c'est assez loin quand même, pour justement y avoir un oracle, entre guillemets. Dans les reflets de l'onde pure, ils peuvent contempler des tempêtes apocalyptiques, des tremblements de terre, inondations, éboulements et autres glissements de terrain. Un objet céleste finissant par venir s'écraser sur le royaume de Tan au milieu d'une pluie de météorites. Ils contemplent bientôt la barrière d'essence en plein effondrement, alors qu'au sein des ténèbres, il semble discerner un humanoïde, un dieu, portant un cœur de pierre rouge et vibrant d'énergie. Je leur avais donné donc une vision. Voilà. Donc, là, on termine donc l'arc narratif entre guillemets avec le vaisseau monde, et donc on va partir donc sur une autre comment dire intrigue tournant évidemment autour de la destinée, si je puis dire, autour de la destinée, on va dire, du monde justement de Cultea, qui est remis en cause, on va dire, par ces fameuses tempêtes d'essence et par les forces en fait qui manipulent cette tempête d'essence. Voilà. Donc, je vais arrêter la première partie. Je pense que donc ce premier chapitre, il nous faudra 3 vidéos probablement pour en venir à bout, parce que là, on est vraiment qu'au 12e scénario. Et il y en a une quarantaine quand même. Mais bon, voilà, j'espère que l'histoire en tout cas vous a intéressé, que ça vous a inspiré, que ça va vous donner envie vous-même, on va dire, de créer vos propres scénarios Medfan, ou de jouer, on va dire, à Rollmaster dans le monde de Cultea, donc de Shadow World. Voilà. Fin de la première partie, on se revoit dans un bref instant, je l'espère, pour, on va dire, la suite de la vidéo, ou sinon, voilà, ne manquez pas en tout cas la suite qui va normalement arriver bientôt. A tout de suite.